je vais laisser Nicole vous parler d'une belle image. Elle a fait une présentation autour des passerelles. Je suis extrêmement fière que vous puissiez entendre Nicole ce soir et qu'ensuite vous puissiez lui poser des questions et voilà, lui demander de nous parler de son parcours. Nicole, à part dire que tu es une des pionnières en mathématiques financières, qu'un master porte ton nom, que tu travailles aujourd'hui sur des problématiques de longévité, en plus d'avoir une expertise sur les probabilités et les calculs stochastiques. Ouais. Ok. Eh bien, je vais vous laisser avec Nicole. On en a pour 20 minutes. Comme d'habitude, ensuite vous pouvez poser des questions pendant 5 minutes. Et après, on écoutera Hélène. Et ensuite, ce sera un peu plus interactif. The floor is yours. Merci beaucoup. J'avais laissé le pointeur. Donc, professeur de mathématiques, c'est quand même un symbole assez négatif globalement dans la population, pas seulement c'est les femmes. Et après, je me suis dit, ils ont raison parce que d'habitude, on présente toujours son activité, son CV d'une manière très linéaire et puis on essaye d'être pédagogique pour faire comprendre. Donc, j'ai essayé de casser un tout petit peu le système et d'essayer de vous montrer un tout petit peu ce qui m'a passionné. Alors, c'est quand même 50 ans que je travaille. Et donc ça donne l'occasion d'avoir fait pas mal de choses. Et finalement, si j'essaie de résumer ce que j'ai fait, j'ai passé ma vie d'une certaine manière à construire des passerelles. Alors c'est un peu bizarre de dire qu'en maths on construit des passerelles, mais je vais vous expliquer pourquoi les passerelles ça m'intéresse. Et ça résume assez bien ce que j'ai essayé de faire. Alors il y a plusieurs types de passerelles. Une très classique qui est quand même toujours très impressionnante, surtout quand il n'y a plus de cadenas, c'est la passerelle du Pont des Arts qui relie deux lieux hautement culturels. Et donc faire des liens entre des lieux culturels qui sont quand même assez différents, parce que si vous passez de la rive droite à la rive gauche, l'Institut d'à côté, vous n'êtes pas loin du Louvre de l'autre, c'est des choses quand même structurellement assez différentes, mais bien installées, on va dire, historiquement. Et ces passerelles, vous voyez qu'elles ont des piliers et qu'elles ont été construites sur des piliers. Donc ça arrivera chaque fois que, finalement, ça ressemble un peu à ce que j'ai fait au début, c'est-à-dire je suis passé d'un domaine des maths classiques à un domaine de maths moins classiques. Mais ça, c'est moyennement excitant. Un peu plus stimulant et aussi ça ressemble un peu à certains aspects de ce que j'ai fait. Il y a les passerelles dans la jungle, enfin celle de Tarzan ou de je sais pas quoi. Celle-là elle est assez constituée, j'ai piqué des images évidemment sur le web. Et là qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'en gros on sait d'où on part, c'est une des caractéristiques des passerelles, mais finalement on ne sait jamais où on va. Et là en particulier vous n'imaginez pas très bien ce que vous avez sur l'autre rive. C'est assez fréquent qu'on passe au-dessus d'une rivière, mais ça n'a rien d'obligatoire. Donc, tout est à découvrir de l'autre côté. C'est une des raisons pour lesquelles on y va, d'ailleurs, d'une certaine manière. Mais on va essayer de maintenir, on y va vraiment que si on arrive à garder toujours l'effet de surprise et pas avoir trop d'a priori sur ce qu'on va faire au bout. Et puis, une autre caractéristique des passerelles, c'est qu'en fait, elles vous font aller d'un point à un autre, mais elles créent une structure qui permet de retourner. Et on peut dire que construire un bout de théorie mathématique, ça ressemble à ça, parce que vous faites un truc, c'est nouveau, vous l'espérez, on va quand même le regarder après, pardon. Voilà. Et la dernière, alors c'est ce que j'appelle la passerelle du vertige, c'est l'une des passerelles qu'on trouve dans le Vercors. Alors là, il y a des gorges. Alors moi, ça me fait franchement peur, l'idée que mes petits-enfants pourraient marcher là-dessus, encore pire. On se sent tous tout petits, puis on se dit, mais ils l'ont construit comment, et comment est-ce qu'ils ont fait? Voilà, mais on y va quand même, parce que y a des raisons de passer d'un côté à un autre, et à chaque fois, c'est toujours le même émerveillement. Et donc, pour résumer, ma philosophie des passerelles, c'est qu'on fait donc la jonction entre deux univers, dont l'un est connu, l'autre à découvrir, et on construit des trucs qui permettent le retour. Les structures sont légères parce qu'elles sont destinées à évoluer, on n'a pas résolu le problème d'un coup, et peut-être à devenir un jour en dur, mais
elles peuvent être aussi très angoissantes à prendre, à construire, quand on s'y risque. Et si on y reste, c'est parce qu'on a une volonté très forte qu'ailleurs, il y a des choses à voir, ou qu'il faut voir différemment, etc. Et ça a été le mot d'ordre, pas un mot d'ordre d'ailleurs, parce que c'est un truc que vous construisez progressivement. Donc en science, on fait la construction des passerelles. Elle ressemble à celle du pont de l'île de Léron. Alors, j'ai été très souvent à l'île de Léron. Le premier pont de l'île de Léron, le pont de l'île de Léron, c'est celui qui a été le premier à être construit en assemblant des plaques, c'est-à-dire pas avec les piles comme on l'a vu, mais progressivement. Et... Ah, pardon. Et c'est comme chaque fois, ça. Bon, alors, et... Zut, je suis toujours dans le mauvais sens, ça c'est une stratégie. Ben, je suis à la fin, là c'est mieux. Bon. Ça n'a plus rien à voir. Bon. Voilà ma dernière passerelle. Et donc, ça c'est une des choses qui est très structurante en mathématiques, c'est-à-dire que si vous promenez quelque part, c'est le cas de le dire, en fait vous allez essayer d'avancer, mais c'est toujours le trou juste devant vous, quoi. Et ça, c'est un peu structurant. Alors, la première passerelle, c'est ma recherche, qui pour moi, une vraie passerelle, c'est la passerelle vers la recherche. Donc, comme étudiante, j'étais à l'école normale, et en 67, donc ça vous dit que je ne suis pas toute jeune, un élève me dit, il y a Kolmogorov, alors c'est un peu le mythe dans le monde des probas, de la théorie de l'information, etc., parce que c'est le mec absolument génial, quoi. Un russe, il a dit en 1933 que le hasard, ça se mesure. Bon. Et tout simplement, cette phrase-là, ça m'a interpellée, et il faut dire aussi que dans cette période, la question de la théorie de la mesure était très discutée en France avec Borel, avec Lebesgue, etc. En fait, l'idée que le hasard se mesure, c'était complètement orthogonal à tout ce que je pouvais imaginer, avec tout ce qu'on vous raconte sur les grandes idées philosophiques. Du coup, ça a été un coup de foudre, il fallait absolument que j'aille voir ailleurs, voir de quoi ça parlait. Et du coup, j'ai fait un DEA de probabilité. Et ça a été le début d'une grande aventure, d'une aventure en recherche. Alors, est-ce que j'allais me lancer dans la recherche en proba alors que je ne savais pas ce que c'était que les probas, que je ne savais pas ce que c'était que la recherche, et que tous les garçons de ma promo m'expliquaient que naturellement j'étais nulle en maths puisque j'étais une fille. Donc c'était découvrir une rive possible, mais vraiment inconnue, bon, très mal vue en maths, comme les filles d'ailleurs. Les probas aussi étaient mal vues, très angoissantes par rapport à mon niveau, les filles a priori sont nulles. Et puis quand même, on avait des préoccupations de savoir si on pouvait avoir une vie personnelle et est-ce que maths et enfant, c'était compatible. Ça a été des débats que j'ai eus pendant des années quand j'étais moi-même responsable des études à l'école normale de Fontenay. C'était les grandes questions des filles. Mais le problème s'est résolu tout seul parce qu'on a fait une thèse de recherche à 3, 2 garçons et une fille. Et on a travaillé 9 heures par jour en recherche de manière très non classique d'une certaine manière. Et ça a probablement expliqué que je suis toujours là, à faire toujours de la recherche, parce que ça m'a donné confiance, ça m'a montré que filles et garçons, contrairement à toutes les conneries qu'on peut raconter, sont capables de faire des maths. Et c'est différent, tout le monde est différent dans sa manière de faire des maths. Et on a été très efficace en faisant une thèse d'État en 3 ans. Ça a été des années inoubliables, qui donnent confiance en soi, donc c'est pour moi très important parce que je pense qu'on doit aller vers ça dans toutes les nouvelles manières de voir, casser les poncifs et essayer de faire de plus en plus de choses ensemble en cassant les critères imposés. Et malgré tout, mes efforts, j'ai jamais réussi à recréer vraiment quelque chose d'équivalent. Alors, qu'est-ce qu'on faisait en proba? En fait, on faisait des processus stochastiques, donc l'aléatoire qui se développe au cours du temps. Le symbole de ça, c'est la promenade de l'ivrogne. Donc, le monsieur, il peut être sur la dalle de Jussieu, par exemple, et puis il n'est pas très net, et donc il choisit pas au hasard, mais il se déplace au hasard, c'est-à-dire il fait un pas d'un côté ou un pas de l'autre, et puis ça laisse des traces, donc on a repéré les traces. Et la question, elle est assez variable. Est-ce qu'on va retrouver la sortie? Combien de temps il met pour sortir? On commence à essayer de quantifier des effets moyens.
Mais évidemment, la question, qu'est-ce que ça veut dire une trajectoire, un parcours, ça ne veut rien dire, puisque vous ne pourrez pas trouver d'effet moyen, il sera trop dépendant du choix très particulier de ce qui s'est passé. Et ça couvre un champ infini de la recherche actuellement en probabilité statistique. Il y a eu droit à des prix Nobel et des choses comme ça. C'est le premier étage de ce qu'on appelle une promenade aléatoire, puis le mouvement brownien. Ça concerne Braun, les physiciens, tout ce que vous voulez. Depuis les années 30, Einstein a établi le lien avec les EDP. D'ailleurs, Bachelier en 1900 l'avait déjà fait. Bon, mais le grand truc, c'est ça. Le premier PC en fac arrive en 1986. Donc, avant, quand vous vous intéressez à l'ivrogne, ben, il fallait faire de la théorie pour en déduire des choses, parce que vous ne pouviez pas expérimenter numériquement, ou alors s'il fallait saouler tout le monde, c'était un peu dur. Et donc avec ces PC, notamment dans probabilité, le laboratoire de Proba de Paris 6, qui est un des meilleurs du monde, le monde change dans la vision de l'aléa et de la manière de traiter les problèmes aléatoires, et on rejoint ce qu'on voit maintenant, c'est-à-dire que c'est les premiers exemples de simulation qu'on va faire, et là c'est la simulation en 2 dimensions, mais c'est joli, c'est pour ça que je l'ai mise. Mais si vous prenez, alors sur Internet, tous les programmes Excel, sans aucun effort, qui vous permettent de simuler le programme de Noir. Et l'idée de ce qu'on appelle les méthodes de Monte Carlo, c'est qu'avec ces simulations, en faisant des moyennes, vous pouvez estimer un certain nombre de choses. Après, les maths vont dire la qualité de ce que vous faites, et c'est toujours très fatigant d'estimer la qualité, ça prend beaucoup plus de temps que de faire les simulations. Voilà. Alors, ce qui est un peu bizarre, c'est que du coup, ça a induit, mais beaucoup plus longtemps après, vers 87, une passerelle pour moi vers les marchés financiers. Et ça, on peut dire que c'est le grand saut. Alors, la passerelle ne démarche pas là, hein, c'est bien, ça y est, encore dans le mauvais temps. Alors, pourquoi les marchés financiers? Ben, le hasard, enfin, quand on est probabiliste, ça ne peut être que ça. Ce qui est important, c'est de voir ici qu'en 1987, en France, s'ouvrent des nouveaux marchés, le Matif et le Monep, 1987, c'est très tard par rapport aux États-Unis, et tout ça, c'est motivé en fait par la décision Nixon le 15 août 71, c'est toujours le 15 août parce que les gens sont en vacances, donc ça veut le mois, et on obtient où il décide de la fin de la convertibilité du dollar en or. Donc c'est le début de la grande instabilité de tous les paramètres de l'économie, et ça, c'est le cours du dollar des années 2000 à 2016. Et comme vous voyez, ça bouge de manière assez proche à ce qu'on voit avec la promenade de l'ivrogne ou celle qu'on avait vue en dessous, et donc c'est un peu comme ça qu'un certain nombre de choses vont avoir lieu. Donc en fait, ça c'est pour vous, enfin du moins oui, pour vous, parce que c'est une période start-up. En fait, en 88, il y a une révolution technologique, vous avez oublié parce que vous êtes jeune. Donc, voilà. Décidément, c'est toujours... Excusez-moi. Est-ce que vous pouvez juste rapprocher? Merci. Attendez, comment je reviens en arrière encore. Voilà. Donc, en fait, la révolution technologique, c'est que les PC arrivent seulement dans les années 85. Et en fait, en fac, on commence à en avoir en 86, etc. Et dans les salles de marché à la Société Générale, pour inverser la formule de Black-Scholes, il fallait 1 mois de calcul sur Excel parce qu'il n'y avait pas de fonction. Et donc, c'est une grande, grande révolution. Et du coup, ça change tout dans la manière d'aborder les choses. Et les banques françaises qui ouvrent une nouvelle activité en 87 vont le faire avec le pari de la technologie. Donc, on ne recrute plus des écoles de commerce, mais on recrute des ingénieurs pour monter l'activité des produits dérivés. On ne se connaissait pas, Paille et moi, mais tout à fait par hasard, je suis tombée là-dedans. Voilà. Et je me suis intéressée parce que finalement, j'étais allée pour faire des stats et tout d'un coup, on me montre qu'on utilise le brownien, qui était quand même la chose avec laquelle je travaillais tout le temps. Donc, juste pour vous montrer l'importance de la croissance des ordinateurs, à gauche, vous avez la fameuse loi de Moore qui montre la régularité de la croissance de la puissance des ordinateurs, mais à droite, on a constitué le volume des marchés financiers et il est quasiment parallèle. Donc, ça, c'est très important. Après, pourquoi c'est une période start-up? Parce qu'en fait, il y avait une idée géniale. Un nouveau marché
des nouveaux produits, des nouvelles idées, donc c'est ça les startups. L'avantage en plus, c'est que c'était dans la banque, ils n'avaient pas à se financer, donc tout plaisir. Bon, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est que là, on était dans le monde où quand même, c'était souple et risqué la passerelle, parce qu'on ne savait pas où on allait, on ne savait pas ce que ça veut dire de faire du business quand on est un académique ou une académique pure et dure. Quand les académiques du domaine, c'était des économistes et des gestionnaires, on avait des grands problèmes de discussion, de compréhension. Et les questions, c'était comment se poser les bonnes questions. Et donc, une des conséquences de ça, c'est qu'assez vite, on s'est dit que c'était un truc bien de monter une formation dans ce domaine-là. Donc, on a créé avec Elodie Gaiman. Donc, il faut savoir qu'en France, les formations de maths financières dans les universités scientifiques ont été faites par les femmes. On a mis en place une formation au DEA de probabilité en 87. Le DEA vraiment démarre en tant que tel autonome en 90, c'est la première promotion. Et voilà, on est dans un contexte d'hostilité très forte des mathématiciens. Donc la base est un bout académique, un bout très professionnel, et évolue au cours du temps avec beaucoup d'informatique et de big data maintenant. Le bilan 1370 diplômés, 10% de filles, on n'y peut rien. Bon. Un succès international, malgré le fait que là où on arrive, c'est vraiment des sables mouvants pour plusieurs raisons. Il y a une hostilité des matheux, toujours, enfin un peu moins maintenant, parce que ça a beaucoup profité aux maths. Qu'est-ce qui a fait le succès du truc? Une manière féminine d'organiser la formation. Comme il n'y avait pas de garçons qui voulaient s'y intéresser, j'ai fait toute seule et ça a bien marché. Et malgré tout, après, ça a été le soutien sans faille de l'équipe enseignante. Donc, j'ai pas beaucoup parlé des femmes, j'ai pas parlé, voilà, mais c'est parce que c'est à vous de donner la question. J'ai sûrement été 10 minutes de trop. C'est parfait. Est-ce que vous avez des questions pour Nicole? Ouais. Ok. Moi, je peux parler fort. J'avais juste une question par curiosité. Comment vous avez passé des mathématiques financières à la mobilité? Je vois le lien avec les modèles de taux, mais est-ce que c'est que ça? En fait, l'un des intermédiaires, ça a été la finance de maintenant, elle est très orientée sur les problèmes de régulation, moins sur les problèmes d'innovation sur les produits financiers. Sur les questions d'innovation, de régulation, j'ai aussi beaucoup travaillé avec les assureurs, sur lesquels ils avaient des problèmes pour l'assurance vie, la régulation de l'assurance vie, de taux longs et de modélisation des taux. Et indirectement, on en est arrivé à s'intéresser à l'assurance vie, au fonds de pension, à la manière dont ils pensent le risque de l'assurance vie. Et là, on a trouvé que les points de vue étaient extrêmement contraints professionnellement. Les gens regardent les gens à partir de 65 ans, etc. Alors qu'on a l'idée qu'une population, c'est important pour donner de l'information. Et donc, on a investi le domaine. Donc, la pyramide des âges, est-ce que le vieillissement... est-ce que l'espérance de vie diminue, enfin, tout ça, on a des opinions, à défaut d'autres choses. D'autres questions? Non. De toute façon, vous aurez l'occasion d'en poser tout à l'heure au cours de la discussion si vous le souhaitez. Encore une fois, merci Nicole. Je vais laisser la parole désormais à Hélène Périvier. Comme je vais te présenter tout à l'heure, si ça ne te dérange pas, je vais te laisser prendre la parole directement. Ça te va? Oui, ça me va. Eh bien, merci beaucoup à toutes et à tous. Je me mets là. Ok. Et je suis ravie d'être ici ce soir et de participer à cette conférence. Alors, moi, je ne vais pas vous parler de mon parcours, parce qu'il n'est pas aussi brillant que celui de Nicole, il n'est pas aussi intéressant. Mais je vais vous parler de ce que j'ai appelé l'économiste, la féministe et la cité. C'est le titre d'un livre qui n'est pas encore écrit. Donc, si jamais vous trouvez que le titre ne vous semble pas pertinent, je suis prête à changer. J'ai une slide sur l'économie est-elle sexiste? Peut-être que ça vendrait mieux le livre, je ne sais pas. Donc voilà, peut-être qu'on fera un sondage à la fin.
Voilà, donc ce dont je voudrais vous parler ce soir, c'est à la fois qu'est-ce que c'est que l'économie féministe, qui est aujourd'hui une branche de l'économie très institutionnalisée, mais qu'est-ce que ça veut dire de parler d'économie féministe aujourd'hui? Et puis peut-être commencer par c'est quoi l'économie, pourquoi il n'y a pas de femmes en économie, ou très peu, 20% aujourd'hui de femmes en économie, et peut-être revenir un peu sur les sources de la discipline pour essayer de comprendre pourquoi. J'ai pas le... C'est ça là? Voilà, donc l'économie est-elle sexiste? Moi je vous propose, alors en bonne élève, 4 points, comme dont je vais essayer de vous parler. D'abord, c'est quoi le rôle d'un économiste et pourquoi la place des femmes est tellement discutée dans cette discipline, ce qui n'est pas vrai dans toutes les autres sciences sociales. Ensuite, je vous parlerai un petit peu de en quoi les concepts comme la rationalité sont sexués dès le début, en tout cas pensés pour les hommes, et puis est-ce que ça pose un problème, peut-être que ça n'en pose pas. Et puis peut-être dire 2 mots sur l'économie et la pensée féministe, et puis après conclure sur quelque chose qui me tient à cœur, parce que c'est l'économie féministe, ça n'est pas l'économie du féminisme, et j'essaierai de vous expliquer pourquoi c'est important. Alors voilà, alors c'est pas le point de départ de l'économie, mais c'est juste pour illustrer un petit peu que dès le début, donc ça c'est au 19e siècle, la façon dont ce qu'on va appeler la science économique se développe, c'est vraiment par le biais de cette idée du progrès, donc avec une formalisation croissante dans la discipline, qui se croit différente des autres sciences sociales naissantes. Et puis par le biais des sociétés savantes, vous savez, au 19e, les sociétés savantes sont très puissantes pour diffuser les savoirs, pour discuter, pour échanger. Il y a notamment la Société d'économie politique qui se réunit régulièrement, et on a les archives voilà, ils prennent des notes, ils discutent, et puis ils font des comptes rendus de leurs réunions. Alors là, vous avez 4 économistes, donc Léon C, Jules Simon, Frédéric Passy, Émile Chesson, et qui se posent cette question: où la femme, au point de vue économique, est-elle la mieux placée, au foyer de la famille ou dans l'atelier? Donc il n'y a pas une seule femme pour essayer de donner une opinion sur ça. Mais voilà, eux ils discutent, ils échangent, ils bataillent, ils ne sont pas toujours d'accord. Mais finalement, ils concluent, au bout d'un débat un peu animé, que quand même, à tout égard et sans contestation possible, la vraie place de la femme est au foyer, c'est-à-dire dans la famille. C'est là qu'elle a toute sa valeur, qu'elle a tout ce qu'elle doit être, et qu'elle donne tout ce qu'elle doit donner. C'est assez clair. Donc là, on voit bien que ces messieurs n'ont aucun doute sur le rôle des femmes dans la société du 19e siècle. Alors on pourrait se dire, il n'y avait peut-être pas de femmes économistes pour participer à ces sociétés savantes. C'est pas vrai, il y en avait déjà, même si les femmes avaient de grandes difficultés pour accéder à l'éducation, il y avait déjà quand même des femmes économistes. Je vais passer assez vite, mais voilà, je vous en cite quelques-unes, c'est pas du tout exhaustif, mais bon, Jane Marcet, qui a beaucoup vulgarisé les travaux de Ricardo, de Smith, de Malthus, Harriet Taylor, qui était la compagne de John Stuart Mill, qui a beaucoup participé à ces travaux, qui a elle-même écrit notamment ce travail sur l'émancipation des femmes. Millicent Fawcett aussi, qui était donc la compagne de Fawcett et qui elle aussi a beaucoup participé à la dynamique de l'économie. Et puis elle a écrit dans cette revue Economic Journal, qui est vraiment la revue anglaise d'économie, Equal Pay for Equal Work. Donc on peut dire, on peut les qualifier d'économistes. Enfin, ça dépend un peu de la définition qu'on donne à ce qu'est un économiste. Je cite aussi Julie Daubié, qui n'est jamais citée comme étant une économiste. Julie Daubié, c'est la première femme française qui passe le bac. Elle a beaucoup bataillé pour ça. Mais finalement, elle a ouvert la porte à toutes les autres femmes pour pouvoir passer le bac. Et en fait, elle n'est jamais qualifiée comme telle, alors qu'elle écrit beaucoup d'articles dans la revue des économistes. Elle écrit 2 ouvrages sur la femme pauvre au 19e. Elle a autant de chiffres que le roi Beaulieu, qui lui aussi écrit sur la place des femmes et le travail des femmes. Je ne comprends pas très bien pourquoi encore aujourd'hui on ne la qualifie pas d'économiste. Ça pose la question de qu'est-ce que c'est qu'une économiste. Alors juste cette petite slide parce que je trouve ça intéressant. Quand Julie Daubié est morte, ils ont quand même, donc cette société savante, donc la Société d'économie politique, lui a quand même rendu hommage. Donc je cite, parce que ça c'est vraiment les termes d'Émile Levasseur, qui lui rend hommage et à vous faire part de la mort récente d'une femme qui aurait assurément mérité d'être au nombre des membres de la Société d'économie politique si les statuts de la société autorisaient la mission des femmes, ce que je trouve quand même assez extraordinaire, parce qu'on est en train de dire, en fait, elle était parfaitement économique, mais pas de bol pour elle, on n'accepte pas les femmes dans nos sociétés savantes. Et puis quand même, il salue son travail, puis à la fin, il dit quand même que, elle allait un tout petit peu trop loin dans ses livres sur la femme pauvre, et que la mesure manque souvent dans ses jugements. Je trouve ça, voilà, une espèce de sexisme bienveillant, on pourrait dire, ce qui est déjà pas si mal à l'époque. Mais quand même, voilà, on ne qualifie pas son travail de très rigoureux ou scientifique.
Alors, à quoi servent les économistes? C'est pour ça qu'on peut se demander, du coup, si elle n'en était pas une, alors c'est quoi les économistes? Parce que, du coup, elle publie dans une revue d'économie, donc on peut se poser la question. Alors, il y a plein de définitions de l'économie, et d'ailleurs, les économistes ne sont pas du tout d'accord sur ça, donc on peut prendre l'économie classique, qui est très normative, hein. Adam Smith, il pose bien la question, la richesse des nations, c'est extrêmement normatif, on veut trouver des moyens d'enrichir les nations. Le paradigme dominant, qui est le paradigme dit néoclassique, lui, c'est plutôt la science des choix appliquée à tous les domaines. Donc Gary Becker, c'est l'emblème de ça. Donc il va appliquer cette rationalité au crime, au mariage, à la famille, au marché du travail, évidemment. Et puis il y a aussi des institutionnalistes des origines qui, eux, vont plutôt essayer de comprendre l'évolution des institutions dans une société capitaliste. Et puis ce qu'on appelle le néo-institutionnalisme, ce serait l'économie comme science qui étudie les institutions sociales qui permettent au système économique de fonctionner. Alors moi j'aime beaucoup la phrase de Jacob Weiner qui dit « Economics is what economists do ». En fait, on ne sait pas trop ce qu'ils font, mais voilà, c'est peut-être pas très grave. L'essentiel, c'est peut-être de poser des questions pertinentes. Alors moi, ce que je souhaite poser comme question, c'est est-ce que dans ses fondements, la discipline est sexiste ou sexuée ou a des biais de genre? Bon, ça vous semble évident parce qu'il y en a beaucoup, comme dans toutes les sciences sociales. Mais ce qui est intéressant dans l'économie, c'est que c'est une discipline qui se croit neutre, qui est très influencée par le positivisme du 19e. Et encore aujourd'hui, hein, si vous discutez avec beaucoup d'économistes, ils vont avoir ce sentiment que non, eux, ils sont en capacité avec leur modèle et avec une analyse économétrique bien rodée de dire la vérité vraie, en gros, quand même. C'est ça qu'ils ont en tête. Alors, est-ce que c'était déjà le cas alors là, je mets Alfred Marshall, qui est quand même un des pères fondateurs de l'économie moderne. Donc lui, je vous donne une de ses citations. Hein, lui, il est clairement... il parle beaucoup de la place des femmes dans son ouvrage Principles of Economics. Il en parle énormément parce qu'il se questionne sur la démographie, la soutenabilité de la force de travail. Donc il faut que les femmes fassent des enfants. Pour qu'elles fassent des enfants, il ne faut pas qu'elles travaillent. Et puis du coup, il se dit, alors pourquoi elles ne travailleraient pas? Parce que la rationalité fait qu'on a quand même envie de travailler pour gagner sa vie. Bah, elles, c'est parce qu'elles sont altruistes. En fait, c'est ça. Donc, une espèce de syllogisme. Elles sont altruistes, donc elles sont contentes, elles restent à la maison, elles s'occupent bien des enfants. Et ça a une valeur absolue chez Marshall. Alors là, on peut quand même s'interroger, il y a quand même des biais de genre. Ça me semble assez évident que ça n'est pas neutre du point de vue du genre. Alors, si on remonte un tout petit peu dans le siècle, ça, c'est assez classique. Gary Becker, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a eu un prix Nobel pour ses travaux, qui a beaucoup travaillé sur l'économie de la famille, notamment, du crime, du mariage, qui est vraiment l'emblème de l'économie néoclassique. Alors, il n'y a aucun chiffre, aucune statistique chez Gary Becker. C'est l'époque des années 60 où l'économie théorique est reine. Aujourd'hui, c'est le contraire. C'est l'économie empirique qui est reine, mais à l'époque, il fallait faire de la théorie. Donc, il n'y a pas un chiffre. Alors, c'est là où on voit quand même la balance entre théorie et empirisme. Quand ça manque de chiffres, quand même, il y a un moment, on a quand même envie de dire... Ce graphique-là, où Gary Becker nous explique ici, vous avez la productivité marginale du travail des femmes dans la production domestique sur le cycle de vie. Ici, vous avez le taux de salaire des hommes, taux de salaire des femmes, et puis du coup, il vous dit CQFD, avantage comparatif des femmes à rester au foyer. Mon modèle prédit que le foyer le plus spécialisé est le plus efficace. Voilà, on a quand même envie de lui dire, mais ça, en fait, ça sort d'où à part la vision de Gary de la famille. À part le fait qu'il observe, c'est vrai qu'il vit dans les années 60 et qu'il voit beaucoup de femmes qui s'arrêtent de travailler quand elles ont des enfants. Enfin, néanmoins, ça méritait d'être un peu questionné. Moi, ce que j'aime beaucoup chez Gary Becker, c'est qu'il va au bout de ses idées. C'est-à-dire qu'à un moment, il se dit... Alors, son modèle, il montre bien que la spécialisation est efficace. Bon, bah ça, Adam Smith l'avait dit, hein, c'est vrai, quand on fait la même chose tout le temps, on le fait mieux. Donc, on peut comprendre que c'est vrai aussi dans les couples. Je sais pas, on le voit chez soi. Hein, c'est vrai que quand c'est une personne qui s'occupe de la machine à laver, bah, on le fait mieux, on préfère le faire, ça va plus vite. Par contre, ce qu'il n'arrive pas à expliquer, c'est pourquoi c'est sexué, parce que c'est ça qui est problématique. C'est pourquoi c'est les femmes qui font toujours ce travail-là. Alors évidemment, comme il n'arrive pas à l'expliquer, bah, il en vient aux arguments biologiques. Là, je le cite, hein, pour que, voilà, où il explique bien, c'est parce que les femmes, en fait, ne sont pas comme les hommes biologiquement. Du coup, elles ont un avantage comparatif à la production domestique. Et comme il est très cohérent, il se dit, bah, du coup, les couples de même sexe, eux n'ont pas le bénéfice de cette différence des sexes biologiques. Donc ils sont moins efficaces que les couples de sexes différents. Donc je trouve que c'est, au moins dans le côté je vais au bout de mes idées, je trouve ça assez remarquable. Donc voilà pour Gary Becker. Alors là, c'est pareil. Est-ce qu'il y a des biais de genre? Bah, enfin, oui, quand même. Là, on se dit, oui, là, ça semble quand même assez évident. Alors du coup, bah, il y a quand même des femmes en économie, il n'y en a pas beaucoup, mais qui se sont dit, alors
j'ai pas cité toutes les femmes qui ont été importantes dans la discipline, parce que j'aurais pas le temps, mais là, juste pour montrer un point un peu de rupture dans la discipline, dans les années 90, il y a eu une session lors du grand colloque de l'American Economic Association, dans lequel des femmes s'étaient réunies pour dire pourquoi il y a si peu de femmes dans notre discipline. Et puis ça a eu beaucoup de succès. Et puis finalement, elles ont eu cette approche de se dire, il nous faut une économie féministe, c'est-à-dire l'idée, c'est pas qu'on veut mettre des biais, mais c'est qu'il y a déjà des biais, qu'on voudrait les corriger pour que notre discipline soit plus rigoureuse, plus neutre de ce point de vue-là. Alors en fait, du coup, il y a eu une association qui s'appelle maintenant l'International Association for Feminist Economics. C'est extrêmement institutionnalisé. Maintenant, c'est peut-être la science sociale dans lesquelles l'approche féministe est la plus intégrée, en fait, acceptée comme telle, même si un peu ségrégée, mais quand même bien acceptée. Alors, moi, je me pose quand même cette question de c'est quoi l'économie féministe? Parce que l'économie, c'est quand même une science sociale, on peut dire ce qu'on veut, elle n'est pas parfaite, etc. Mais enfin, c'est quand même une science. Et le féminisme, c'est une idéologie politique, c'est la volonté de construire une société égale pour les femmes et les hommes. Alors, bon, moi je cite John Robinson, parce que ça me donne l'occasion de parler des grandes femmes en économie, qui auraient certainement eu le prix Nobel si on l'avait donné à des femmes à cette époque-là, qui ne l'a pas eu, pour plein d'autres travaux qu'elle a fait. Mais en l'occurrence, elle a écrit un livre qui s'appelle Philosophy Economics, dans lequel elle explique, ben voilà, en fait l'économie, ça marche sur deux pieds, un pied dans l'idéologie, un pied dans la science, puis il faut faire un peu avec. Et elle a une phrase que moi je trouve fait vraiment sens, c'est vrai je pense dans toutes les sciences, mais particulièrement en économie, c'est qu'on doit avoir des principes métaphysiques qui guident nos questions en fait. On est des chercheurs, donc on se pose des questions, et donc elle dit sans ces principes métaphysiques, ben, on ne saurait pas ce qu'on veut savoir en fait. C'est quoi la question qui nous intéresse? Et la question qui nous intéresse, ben, elle est située dans notre engagement. Si moi je travaille sur les inégalités femmes-hommes, c'est quand même bien parce que j'ai un intérêt sur ce sujet. Donc il y a quand même énormément de sujets en économie qui sont guidés par ces considérations qui sont nobles, c'est des engagements nobles. Ça ne veut pas dire qu'on va produire des savoirs féministes, ça veut juste dire qu'on va poser des questions qui intéressent la question féministe. Donc ça moi, ça me semble assez important. Du coup, moi en tout cas c'est la façon dont je vois l'économie féministe, si la neutralité n'est pas possible, au sens où j'ai nécessairement un engagement en tant que chercheur, alors il faut être transparent. Pour moi c'est ça l'économie féministe, c'est dire voilà, moi je vais chercher, la question que je vais poser, elle est féministe en ce qu'elle interroge les inégalités femmes-hommes dans nos sociétés. Les réponses que je vais trouver, elles sont rigoureuses. Je vais prendre des analyses, des statistiques, je vais mesurer. Et c'est ce que je vais en faire aussi qui va apporter ce qualificatif de féministe. Donc d'une certaine façon, en se disant une économiste féministe, c'est ça qu'on dit. En fait, ça permet aussi de dire, et vous les autres, enfin en l'occurrence Baker, Marshall et tous les autres, vous parlez d'où exactement? Parce qu'en fait, eux, ils avaient une économie qu'on pourrait qualifier d'essentialiste. Elle est ouvertement essentialiste. C'est dit chez Baker, biologique, les différences biologiques font que les rôles sociaux des femmes et des hommes ne sont pas les mêmes. Bien sûr, eux, ils ne disent pas qu'ils sont des économistes essentialistes, eux, ils sont neutres. Mais du coup, en se disant féministe, moi j'ai le sentiment qu'on dit, ben voilà, moi je le dis, mais forcément, vous avez forcément des principes métaphysiques, parce que science sans conscience n'est que ruine de l'âme, donc forcément, vous avez forcément quelque chose qui vous guide. Eux non, ils ne se posent pas cette question. Mais moi je trouve que c'est un gros apport de l'économie féministe de ce point de vue-là. Donc juste pour dire, et finir là-dessus, alors donc aujourd'hui elle est très institutionnalisée, cette branche de l'économie, juste pour dire, il y a cette revue Feminist Economics qui est une revue rang 3, c'est pas une rang 1, mais enfin c'est une rang 3, donc quand même classée, reconnue. Il y a beaucoup d'écoles de pensée, l'économie féministe, ça utilise plein d'outils différents, ça peut être théorique, ça peut être empirique, ça peut être néoclassique, ça peut être institutionnaliste, il n'y a pas du tout de frontières là-dessus. Puis il y a même une classification dans le fameux Journal of Economic Literature, il y a une classification dédiée maintenant à l'économie féministe, donc il dit le code B54, ça veut dire qu'on a une production de savoir qui s'inscrit là-dedans. Puis il y a ce papier de The Economist, qui est assez récent, dans lequel ils expliquent pourquoi c'est important que cette branche se développe et soit reconnue. Alors après, l'argument qu'ils utilisent, moi, me gêne, c'est pour ça que je finirai là-dessus, parce que je pense qu'il y a une confusion entre l'économie féministe et l'économie du féminisme. Parce que ce que nous disent The Economist, c'est important d'avoir des gens qui réfléchissent à ces questions, parce qu'on sait bien aujourd'hui que, par exemple, si on augmente le taux de participation des femmes au marché du travail, alors on va accroître la croissance économique, qu'on sait que quand il y a plus de femmes, ou on croit savoir, notre question c'est s'il y a plus de femmes dans les conseils d'administration des entreprises, alors cette entreprise sera plus performante. Et ça, moi, ça me pose question pour plusieurs raisons, mais je ne vais pas pouvoir beaucoup les détailler là, mais je trouve que c'est important de finir là-dessus.
juste pour dire que peut-être que, en fait, c'est pour ça que le féminisme, c'est quand même une idéologie politique. Donc, est-ce qu'il nous faut un business case pour promouvoir l'égalité ou les politiques d'égalité? Moi, je ne crois pas. Je crois que si on fait ça, on tue dans l'œuf même l'idée d'égalité. Donc, il y a deux grandes rhétoriques qui sont aujourd'hui assez bien connues. C'est le fait que plus de femmes au travail, c'est plus de croissance économique. Bon, ça, c'est un peu tautologique parce que le PIB il est calculé en multipliant, en gros, la force de travail, la productivité. Donc, effectivement, si vous avez plus de gens qui travaillent, vous avez plus de croissance. Et puis, la deuxième... Alors, ça, j'ai envie de dire, c'est plutôt un argument macro un peu basique. Celui-là est un peu plus dangereux parce que lui est vraiment fondé sur du néo-essentialisme, puisque c'est l'idée de dire, par exemple, si les Man Brothers avaient été les Man Sisters, eh bien, il n'y aurait pas eu la crise financière, parce que les femmes sont plus risques adverses. Je ne dis pas que c'est vrai ou pas vrai. Je dis juste que c'est possible que les femmes n'aient pas les mêmes comportements que les hommes. Là, il y a des travaux en économie comportementale là-dessus, qui ne sont pas consensuels, mais oui, c'est vrai que les femmes ne se comportent pas forcément comme les hommes, du point de vue du risque, de la compétition, etc. Mais c'est dû aux différences d'expérience sociale qu'ont les hommes et les femmes, du fait des normes de genre. C'est bien parce qu'on n'éduque pas les petites filles comme les petits garçons que les comportements ne sont pas pareils, que les décisions ne sont pas les mêmes, que les préférences ne sont pas les mêmes. Mais ce que l'on voudrait, lorsqu'on veut porter un monde égal du point de vue des femmes et des hommes, enfin pour l'égalité des femmes et des hommes, c'est bien qu'on voudrait les neutraliser, ces normes de genre, pour être un individu avec ses propres préférences et se développer, et avoir ses projets de vie qui soient les siens, sans injonction sociale sur ce comportement. Du coup, en fait, on voudrait voir disparaître ces différences-là. Donc on ne peut pas dire... Je vais promouvoir l'égalité ou la place des femmes dans les lieux de pouvoir au nom de ce qu'elles sont différentes, parce que précisément, l'égalité, ça tend à vouloir supprimer ces différences d'expérience sociale. Donc d'une certaine façon, quand vous dites ça, soit vous dites, en fait, je veux conserver l'impact des normes de genre, parce que c'est ça qui m'apporte une plus-value, mais dans ces cas-là, vous ne pouvez pas dire que vous souhaitez promouvoir l'égalité des femmes et des hommes, parce que là, c'est contradictoire. Donc là, il y a vraiment ces deux rhétoriques qui me semblent importantes, et qui font que, il me semble, assez flou aujourd'hui, lorsqu'on parle d'égalité. De plus en plus, on ne peut pas parler d'égalité sans essayer de montrer en quoi ça va pouvoir être une source de plus-value, de performance ou de plus grande richesse de l'économie. Et ça, ça dépolitise l'idée même d'égalité. Donc là, ça me semble être pas du tout la place de l'économie, en l'occurrence là. Voilà, et donc pour finir, sur cette question-là, c'est bien revenir sur cette idée de l'économie féministe, donc une science sociale adossée avec une idéologie politique. L'idéologie politique, elle est politique, donc elle doit rester politique. On doit discuter, c'est quoi l'égalité, sommes-nous d'accord, est-ce que ça fait consensus? Pas du tout sûr, dans la société française, que ça fasse consensus. Mais voilà, discutons-en. Et puis après, le rôle de l'économie, c'est quelle politique publique ou quelle politique me permet d'atteindre cet objectif à moindre coût. Bien sûr, ça c'est bien légitime de réfléchir à ces questions-là. Est-ce qu'il y a beaucoup de travaux qui se développent sur l'impact des normes de genre dans les choix des individus. Donc tout ça, c'est bien sûr, ça nous permet de mieux comprendre tous ces aspects-là. Voilà. Et du coup, voilà, je termine juste là-dessus, si on veut si on fait de l'égalité non plus une fin, mais un moyen au service d'autre chose, alors là, on renverse complètement la logique et on aboutit à ce qu'on a appelé, que ma collègue Réjeanne Sénac, qui est politiste, ce qu'on a appelé le nouvel esprit du néolibéralisme, puisque cette fois-ci, on place l'économie avant la question politique qui est celle de l'égalité des femmes et des hommes. Voilà, je termine là-dessus. Question. Merci beaucoup pour la présentation. Est-ce que vous diriez que l'économie féministe, c'est en fait une économie humaniste qui inclut non seulement les biais de genre, mais les biais sur d'autres critères de discrimination, ou est-ce qu'il faut, entre guillemets, recommencer le travail sur d'autres axes, sur la race, sur ce genre de choses? Non, non, pas du tout. Je pense que ça inclut parfaitement d'autres formes de discrimination, et d'ailleurs l'intérêt, c'est d'essayer de les croiser. Alors,
d'un point de vue des travaux quantitatifs, c'est toujours très compliqué parce qu'on n'a pas toujours la possibilité de le faire, mais il y a cette idée qui ne vient pas de l'économie de l'intersectionnalité, c'est-à-dire que les formes de discrimination que peuvent subir des personnes qui appartiennent à des catégories dominées diffèrent. C'est pas pareil d'être une femme blanche riche dans l'Amérique d'aujourd'hui et d'être une mère isolée noire dans l'Amérique d'aujourd'hui. On pourrait rajouter l'orientation sexuelle. Enfin, il y a tout un ensemble de critères qui font que l'expérience, pareil, le vécu en termes d'oppression n'est pas le même. Et l'économie féministe, elle est extrêmement large là-dessus, elle va beaucoup traiter, alors c'est très souvent la question du racisme et du sexisme qui sont croisés, mais il y a d'autres formes sur le handicap, sur l'âge, d'autres formes de discrimination qui sont intégrées. Donc c'est pas uniquement, mais simplement la question femme-homme, elle est quand même transversale à toutes les autres, parce qu'on est toujours considéré, après on peut discuter si c'est logique ou pas, mais on est toujours considéré comme femme ou homme. Donc il y a cette binarité qu'on retrouve partout. Les filles, je veux pas dire, là c'est que des mecs qui posent des questions, ça ne va pas. On attend le débat. C'est simplement pour savoir si vous aviez des bouquins à recommander pour des gens qui ne connaîtraient pas particulièrement le sujet. Alors il y en a... À part celui en cours d'écriture, ouais, qui en plus n'est pas encore écrit. Moi j'ai pris beaucoup de retard. Oui, alors il y a une économiste qui a écrit pas mal de choses qui sont assez larges dans le spectre, c'est Julie Nelson de l'Université de Boston. Elle a cet avantage de pouvoir à la fois, c'est une théoricienne, donc elle applique aussi des théories féministes à l'économie, et puis en même temps aussi, elle a cette approche assez critique et quanti, donc ce qui est pas toujours, pas beaucoup de gens qui arrivent à allier les deux. Par exemple, elle a écrit un livre très intéressant sur toute l'économie comportementale qui vise à montrer qu'il y a des très fortes différences de sexe entre au regard de la compétition, du risque, etc. Et du coup, elle a montré qu'en fait, on regarde vraiment une toute petite chose dont on fait une montagne, et qu'en fait, quand on prend le spectre large, il n'y a pas de différences si marquées, et elles sont très contextualisées. Donc typiquement, c'est vraiment le genre de personne qui est intéressante à lire parce qu'elle remet vraiment en perspective les travaux qui sont un peu ronronnants, mais comme dans toutes les sciences, on produit des choses, et puis les gens, ils ont envie de publier, donc on va publier sur des choses qui sont publiables, et puis du coup, il y a une espèce de cercle vicieux qui se met en place dans la production des savoirs, qui est assez effrayante. Hein. Chez les jeunes, c'est assez effrayant. Et du coup, c'est bien d'avoir des gens qui se mettent un peu le pas de côté et qui se disent « moi, je m'en fiche, mais je veux dire, cette littérature-là, qui est très à la mode, en fait, elle me pose problème. » Et puis, il n'y a plus de questionnement, c'est pareil, c'est quelqu'un qui repose les questions. Alors que, voilà, cette littérature, elle ne se pose même pas la question « mais pourquoi je regarde ça en boucle ?» Je le regarde parce que je publie avec. Mais on ne se repose plus la question de « je le regarde parce que est-ce que ça nous intéresse ?» Voilà. Je vais juste donner un autre exemple. Il y a une grosse littérature sur est-ce que, quand on met des femmes dans les jurys, ça a un impact sur le recrutement des femmes. C'est clair que non. Alors d'abord, c'est clair que non, la littérature, mais on n'arrête pas de publier des papiers là-dessus. Mais moi, je me dis, mais en fait, c'est pas pour ça qu'on met des femmes dans les jurys. La raison pour laquelle on met des quotas de femmes dans ces lieux de pouvoir ou de décision, c'est parce qu'elles sont sous-représentées et que c'est profondément injuste. On leur demande pas de recruter des femmes. C'est pas ça, c'est pas pour ça qu'on fait ça. Je trouve que la question n'est pas pertinente. Et bien pourtant, je peux vous dire qu'il y a des thèses entières là-dessus. Voilà, donc typiquement... Julie Nelson, voilà. Moi elle ne fait pas partie de cela. Ou Nancy Folbury aussi aux États-Unis, mais non, il y a une grosse littérature quand même. C'est une fille. C'est une fille. Bonsoir. Je vais un peu me dégager de la question économique, je ne connais pas du tout à ce sujet. Mais vous parlez de la fin et des moyens. Je vais beaucoup au cinéma. Et plus généralement dans les médias. En fait, quand on parle des femmes, on met beaucoup en avant les femmes, parce que ce sont des femmes, les modèles qu'on met en avant. Aujourd'hui, les films sur les femmes sont très à la mode. Je me pose la question, est-ce que l'égalité ne viendrait pas le jour où on fera des films, par exemple, ou je sais pas, à la télé ou en politique, on verra des rôles importants et on ne se posera plus la question de c'est une femme ou un homme. Un homme, on ne rappelle jamais que c'est un homme. Par contre, aujourd'hui, je pense qu'il y a eu un film Black Panthers, c'était parce que c'était une femme noire et du coup c'était génial.
Mais par contre, quand Batman sort, c'est pas génial parce que c'est un homme, c'est génial parce que c'est Batman. Mais par exemple, il y a eu Colette récemment, c'est génial parce que c'était une femme auteure. Et du coup, je me pose la question de est-ce que ça sera pas génial l'égalité le jour où il y aura des représentations de ces personnes-là, mais plus parce que c'est une femme, mais parce que c'est une personne géniale en soi. Oui, alors bien sûr on aurait envie de ça, mais alors on est quand même, on n'en est quand même pas du tout là, on en est encore à la phase de mise en visibilité, c'est ça qui est grave. C'est-à-dire, dans le champ que vous décrivez, c'est-à-dire le champ de la création, on peut dire, vous parlez du cinéma, mais c'est vrai du théâtre, etc. C'est peut-être le secteur où c'est le moins avancé. C'est-à-dire, il y a des femmes qui ont écrit des pièces de théâtre, il y a des femmes qui ont écrit de la musique classique. Depuis très longtemps, les femmes écrivent de la musique, encore, même si elles étaient très empêchées de le faire, elles l'ont fait quand même. Elles ne sont jamais jouées. Elles sont jamais mises en avant. Donc bien sûr, on a envie de dire, mais non, on va les écouter parce parce que ce qu'elles ont écrit, c'est vraiment très beau, ça nous touche. Mais en même temps, il y a aussi une dimension politique. Mais il faut quand même les montrer parce qu'on a le sentiment, il y a quand même encore beaucoup de gens aujourd'hui qui pensent que la différence des sexes, elle a ce poids-là dans la destinée des gens. Et c'est ça, l'égalité, c'est le jour où on se dira, la différence des sexes, c'est une différence. Il y en a d'autres, bien sûr, il y a des différences entre les femmes et les hommes, mais il y a d'autres différences entre les individus, il y a des grands et des petits, enfin, voilà, il y a plein d'autres différences. Ça ne doit pas être un poids à ce point dans nos destinées. Mais là, on n'en est pas du tout là. Et c'est vrai, quand je vous écoute, c'est vrai de l'écriture inclusive aussi, de mettre des noms sur les métiers, de dire que c'est possible d'être une femme directrice. Moi, j'entends quand même des femmes dire « je suis directeur, mais parce que directeur, c'est la fonction, ça n'a pas d'importance ». Non, la fonction, c'est direction. Directeur, c'est un directeur. Si on est directrice, on est directrice. On n'en est pas à la phase où on s'en fiche du sexe, c'est ce que je veux vous dire. Peut-être qu'on y sera un jour, mais là, on n'en est pas là. Et donc, si on s'en fiche, eh bien, ça veut dire que par défaut, c'est masculin. Donc, voilà, je pense que cette phase-là, elle est un peu stratégique et elle est très malmenée. Donc, il faut, j'aurais envie de dire, moi, il faut un peu la valoriser, quoi. Parce que c'est vrai qu'on a dit, oh, mais on s'en fiche, directeur, directrice, on s'en fiche, écrivaine, écrivain. Bah, en fait, non, on s'en fiche pas. Enfin, moi, je trouve qu'on s'en fiche pas. Bonsoir, merci. Mais du coup, est-ce que dans les écoles ou dans les universités, les cursus économiques, il y a cet enseignement autour des femmes? Alors, oui, déjà à Sciences Po, c'est à dire, grâce au programme que je dirige, le programme Présage. Les deux fonctions du programme, c'était dynamiser la recherche sur ces questions-là, la rendre visible, et accroître les enseignements sur le genre. Donc nous, ce qu'on a fait à Sciences Po, on a dans les 5 grandes disciplines de Sciences Po, donc histoire, droit, économie, sociologie, sciences politiques, on a un cours dès la 2e année qui est dont la perspective est celle du genre. Moi, j'enseigne l'économie au défi du genre, ma collègue enseigne la science politique au défi du genre, ça. Et là, c'est vraiment très disciplinaire. Puis après, dans les autres, en master, on peut s'autoriser à être plus, moins dans le carcan des disciplines, beaucoup plus dans une réflexion large. Mais ça, c'est quelque chose de très important. Alors, il n'y a pas que Sciences Po, il y a les facs aussi ont fait des choses. Nous, ce qu'on a fait qui est différent, beaucoup de facs ont fait des masters en études de genre. Alors, nous, on a vraiment la posture transversale. Nous, on ne forme pas les étudiants spécifiquement à cette question-là. Je trouve que ça n'a pas grand sens, en fait. Mais on forme des étudiants qui vont sortir de l'école de droit, de l'école d'urbanisme. Et ce qu'on espère, c'est que chacun d'entre eux auront eu au moins une petite ouverture, si petite soit-elle, intellectuelle sur ce sujet qui leur permet de montrer que c'est une vraie question à la fois passionnante, mais en même temps qui attend encore beaucoup de réponses. I apologize, I'll ask the question in English. I do speak a bit of French, but I prefer to ask the question in English. So I'm learning French, and I do notice that the French has the feminine and masculine forms, and some people, there's a controversy that says that it makes the French language a bit sexist. So I'm just wondering for both speakers, the question is for both speakers, if you think this plays a role in feminism in French society. Do you want me to answer in English? Or do you... Yeah? In English? I prefer English, but if you'd like to respond you in will French. See. I will try. I think it matters
I think it's true that the French language is sexist, but if you look at the history of the French language, it's obvious that some people at one point have decided, for instance, that grammar should be gendered. So, for instance, the way we associate an adjective to a noun, and the way you, for instance, you make the plural or the singular, this is something that has been settled very recently. I'm not a linguist, but I would say in the 17th century, something like that. So this is highly, I would say, political. It's a very decision to say that the language now is this is the masculine who is supposed to be dominant in the French language. So we can do something different. And this is about to be the case with a very recent decision by the L'Académie Française, who has stated that we have to use feminine noun for different jobs, as I said, not directeur, but directrice, écrivaine, auteur, autrice. So there are many, many examples to show that the language is living and changing and trying to be more inclusive for women. Je crois que je ne suis pas vraiment d'accord avec toi. Je regarde. Voilà, super, merci. Excuse-moi. Moi, j'ai l'impression que, d'abord, moi, je suis une femme. Bon. Et je ne pense pas que j'évolue dans le monde comme un homme. Même si j'étais élevée comme une femme et tout, j'en ai rien à foutre. Je suis contente d'être une femme. J'ai des enfants, j'en ai 5 même, et j'en avais besoin. Mais pour moi, la question, elle n'est plus là. Moi, il me semble que maintenant, on a atteint, d'abord, historiquement, pour des raisons... moi, j'adore l'histoire du zéro, parce que je trouve ça un très beau parcours conceptuel. J'ai essayé de regarder l'histoire des sciences. On peut y aller pour trouver une femme dans 5000 ans, donc on n'ait pas intégré ça complètement, ça c'est vrai. Mais ce qui me frappe énormément, c'est combien en fait on ne remet pas en cause ou à peine en cause que tout le système d'organisation, que la langue, on parle une langue, a été décidée par des hommes qui allaient se battre il y a 5000 de même plus, pour assurer la survie, etc. On est dans un monde où toute la société sociale a été construite sur des critères. Alors, ce n'est pas un jugement de valeur, c'est une réalité. C'est tellement vrai que personne ne le voit. Et donc on fait deux faits dans la plupart des cas, et l'économie, franchement, c'est quand même super marqué. Bon, comment est-ce qu'on va revisiter les concepts de base de fonctionnement? Eh bien, moi, je pense qu'il n'y a qu'un moyen. Mettons 30% des femmes dans le système, d'une manière ou d'une autre. Ce sera chaotique, on t'expliquera que tu es là parce que... Bon, mais on n'en a rien à foutre. Ce que je veux dire, mais moi, j'ai eu la chance de travailler, on a travaillé à 3, dans un monde où, en général, après, à l'époque, c'était moins compétitif de savoir qui était le meilleur, etc. Évidemment, la première lettre qu'on a écrite à 3, elle est revenue, c'est moi qui l'ai écrite, j'écrivais mieux que les garçons, et elle est revenue seulement au nom des 2 garçons. C'est pas évident à jouer, à supporter, mais après, on résout ça. Mais moi, je pense que c'est plus la question. Maintenant, les jeunes femmes sont éduquées, elles sont majeures, elles ont récupéré la machine à laver, elles travaillent à la maison, on n'a plus rien à voir. Et maintenant, il faut rentrer en force dans le système pour obliger à casser les codes. Tout le monde pense de la même façon. Moi, je suis mathématicienne, alors les matheux, c'est extraordinaire. C'est pas genré, les maths. C'est vrai. Si vous faites une démonstration, une fois que vous avez bien défini vos hypothèses, la conclusion, hommes et femmes, on l'a fait la même. Mais la société des mathématiques françaises en particulier, où on est formé à l'école normale, et les profs de classe prépa ont été formés à l'école normale, et évidemment les filles sont exclues. Ils ont réussi, grâce à la mixité des écoles normales, à faire qu'il n'y ait plus de femmes en maths. Mais en fait, c'est parce que c'est tellement acquis. Moi, j'étais responsable des études à l'école normale de Fontaine-aux-Roses. Alors, dans la hiérarchie des écoles normales, c'est la 2e.
Et au moment où il y a eu la loi d'égalité. Bon. Et donc la ministre a décidé qu'il fallait que les écoles normales soient mixtes. À l'époque, elles étaient encore séparées, filles et garçons, et moi j'avais fait d'ailleurs des études de filles. Bon. Mais est-ce que quelqu'un réfléchit à ce que ça voulait dire de rendre la mixité? Et moi, mon mari avait était économiste, avait un ami économiste du travail. La loi d'égalité, elle s'est traduite essentiellement par le fait que tous les avantages des femmes avaient disparu. Parce que, comme vous avez dû rendre égal des femmes et des hommes, les femmes étaient toujours minoritaires, et comme on n'avait pas prévu comment on allait rendre, par exemple, les hommes portaient des charges plus lourdes que les femmes. Mais la loi d'égalité disait que ça devait être la même chose. Donc il y avait celles qui étaient rentrées avant la loi d'égalité et après. Mais où est-ce qu'on réfléchit aux codes dans lesquels on vit? Il n'y a rien qui... En cours, on est en désaccord. Mais parce qu'il faut affirmer qu'on est des femmes et qu'il faut tout réviser, il faut réviser la loi, il faut tout changer, mais pour tout changer, il faut rentrer en force. Donc moi je suis pour les quotas. Ah mais moi aussi. Quand on avait les écoles normales de filles, c'est juste un exemple, mais si vous regardez la communauté mathématique, les filles, elles ont plus de 65 ans. Donc maintenant, on commence à en trouver une de temps en temps qu'on promeut, parce que nous, on n'était pas promouvables. Mais il faut aller bien au-delà de cette question. Il faut traquer, en fait, tous les endroits où... alors, c'est toute la société. Mais ça peut bouger beaucoup plus vite parce que, de toute façon, tout le monde... bon, il y a des réticences, mais grosso modo, les jeunes générations trouveraient que enfin, voilà. Bon. Mais bon, enfin, c'est un moment très favorable par rapport à d'autres pour que ce genre de choses évoluent et qu'on affirme que les normes des filles et des garçons, mises ensemble, ça définira un monde où ce sera plus facile de vivre. Parce que quand vous vivez que dans l'univers des garçons, c'est très sympa, mais bon, il y a d'autres choses qu'on est capable d'apporter. Non, mais c'est ce regard, on n'a pas le même regard. Moi, en maths... c'est là où on n'est peut-être pas d'accord. Mais je comprends ce que tu veux dire. Ce que je veux dire, c'est que c'est bien que des gens regardent comment ça fonctionne. Oui. Hein, oui. Et qu'on n'est pas obligé de le voir de la même façon, parce qu'on a été conditionné. Mais moi, j'ai un mari tunisien, j'ai appris énormément de choses à fréquenter une autre culture, à voir des choses. Donc, imaginons que les femmes, c'est une autre culture, pourquoi pas? Mais progressons dans cette manière de s'enrichir plutôt que de considérer qu'il y a des mecs quand même... Bon, moi j'ai fait de la finance, c'était un colloque à Jérusalem où il y avait tous les gens qui avaient fait la finance de marché. Je peux vous dire, là il y avait, je sais pas, 35 mecs qui parlaient, une seule femme. Il y avait 3 femmes dans la salle en plus de moi. Et là vous dites, mais moi c'est pas mes codes, moi je connais très bien ce qu'ils ont fait, voilà. Mais moi je suis pas dans cet univers-là, c'est pas le mien. Bon. Et si on faisait ensemble, ce serait un univers différent. Il y a Rimbaud qui est génial pour ça. Parce qu'il a dit que si on arrêtait de faire taire les femmes, elles deviendraient poètes comme eux, mais elles auraient un autre discours, elles surprendraient, voilà. Et ensemble, ce serait plus riche et différent. Et moi, je suis pour faire rentrer, par des quotas, puisqu'il faut faire ça, des femmes dans la société de partout, et elles seront nulles, mais elles seront là. Et donc... Pour aller contre l'idée des quotas des gens qui sont... Là, voilà. Alors d'abord, je pense qu'on est parfaitement d'accord sur l'idée d'être extrêmement proactif si on veut faire changer le monde et qu'effectivement, là, on est au bout de ce qui est possible, gentiment, disons-le. C'est vrai, moi par exemple, j'avais écrit un papier pendant la campagne présidentielle sur rendre le congé, je sais pas, j'ai beaucoup travaillé sur les congés parentaux, avec cette idée, il faut quand même un peu obliger les pères à passer du temps dans la famille, parce que sinon on va avoir du mal à produire l'égalité professionnelle. J'avais juste suggéré, ce qui n'est pas d'ailleurs en plus la panacée, mais juste de rendre le congé paternité obligatoire
puisqu'il est obligatoire en partie pour les femmes. Et ben, je peux vous dire que c'est pas du tout consensuel. Et pour avoir participé à des émissions de radio où les gens appellent, je me suis quand même pris des trucs, mais l'égalité, on n'en a rien à faire, on fait bien comme on veut, la liberté des gens, l'État veut encore nous obliger, on veut nous obliger. Bon, il y a 5 semaines de congés payés obligatoires par an, personne n'a dit que c'était horrible, qu'on obligeait les gens à partir en vacances, voilà, ça. Mais par contre, c'est parce que là, je ne suis pas complètement sûre que le consensus soit parfaitement partagé. Là où il y a un vrai débat qui n'est pas facile, c'est la différence cette différence d'expérience, dont on ne saura pas d'ailleurs, la question nature-culture, en fait on s'en fiche un peu, mais cette différence d'expérience sociale des femmes et des hommes, c'est vrai que ça apporte un autre regard, et c'est vrai que c'est très important. Par exemple, il y a un travail très récent qui est sorti par un économiste qui a montré que les femmes députées, elles posaient des amendements, et elles proposaient des propositions de loi très différentes, bah, bien sûr, parce que leur expérience c'est quoi? C'est je suis tout le temps à la maison, je ne sais pas comment faire garder mon gamin, j'ai un problème quand il se passe ça, parce que les hommes n'ont pas ils ont une autre expérience qui n'est pas la même. Donc s'il y a des femmes députées, ben, elles vont mettre en avant, et c'est bien l'histoire sociale de nos pays, elles mettent en avant des sujets qui ne sont pas mis en avant sinon. Donc ça, je suis parfaitement d'accord avec ça. Maintenant, il faut faire attention à ne pas les enfermer dans ce rôle de représentation de ça, parce qu'on peut aussi, on a le droit absolument fondamental d'être une femme et de ne pas vouloir s'occuper de ces questions-là non plus. Et donc il faut trouver un équilibre qui ne soit pas essentialisant, mais qui ne nie pas le fait que, pour l'instant, en tout cas, l'expérience fait que c'est très important d'avoir les regards de ces deux parties, parce que notre organisation économique est fondée sur la division sexuelle du travail, et que cette division sexuelle du travail, elle implique que, encore une fois, on ne vit pas les mêmes choses, et que donc, du coup, on n'a pas les mêmes comportements et pas la même façon de décider. Mais voilà, en même temps, quand tu regardes des populations assez proches en termes de niveau d'éducation, de niveau de revenus, etc., elles ne sont pas si marquées non plus. Donc c'est aussi beaucoup, on parlait tout à l'heure d'intersectionnalité, c'est aussi beaucoup à croiser avec la classe sociale. Parce que sinon, l'expérience sociale aussi de quelqu'un qui vient d'un milieu très populaire va pas être la même que quelqu'un qui vient d'un milieu très favorisé. Donc ça aussi, ça mériterait d'être représenté. Ça n'est plus le cas à l'Assemblée nationale, par exemple. On a quand même une surreprésentation de gens très éduqués. Donc cette diversité, elle dépasse largement la question, je comprends ce que tu dis, mais elle dépasse largement la question du sexe. Et donc il est important d'essayer de trouver une voie qui permette de la promouvoir. Alors, pour la question femmes-hommes, elle est presque première, parce que c'est elle qui vraiment structure nos organisations. Mais il ne faut pas non plus enfermer les gens dans le rôle qui est, c'est-à-dire les inclure. Voilà, on inclut les femmes au nom de ça. Alors avant, elles étaient exclues. Alors ça, c'est ce qui est de pire. Aujourd'hui, on veut bien les inclure, mais à condition qu'elles restent ce qu'on attend des femmes. Et ça c'est pas ça qu'on veut non plus. Ce qu'on voudrait, c'est qu'elles soient incluses au nom de... Elles sont incluses parce qu'elles sont citoyennes, etc. Mais leur citoyenneté, elle est plus récente que celle des hommes. Donc... Je vois qu'il y a une question. Je pense que tant qu'il n'y a que quelques personnes qui sont dans le groupe, du coup, on n'a pas la masse critique pour être autre chose que juste la femme de service. Alors que quand on arrive à, je sais pas, 20-30%, du coup, on commence à juste être un individu parmi beaucoup et c'est plus... et du coup, ça se passe mieux, quoi. D'où l'intérêt, là, on est d'accord, des quotas et des actions positives très volontaires. J'avais écouté l'émission que vous aviez faite sur France Culture, où vous parliez justement de du fait que l'ouverture à la mixité avait finalement chassé les femmes. Du coup, est-ce qu'on n'avait pas une masse critique à ce moment-là, mais ça n'a pas suffi pour résister, ou bien est-ce qu'il y avait de toute façon beaucoup trop de mathématiciens par rapport aux mathématiciennes? Non, mais la chose qui s'est passée pour les écoles normales supérieures, qui est un mini-problème, c'est que personne n'a réfléchi à la sélection. Les classes préparatoires, c'est évident qu'on doit passer par le moule des classes préparatoires et qu'on doit sélectionner à l'intérieur des classes préparatoires, où le seul critère est un critère de performance. C'est les sports. On est des sportifs. J'ai été en classe préparatoire. À l'époque, moi j'ai fait des études de filles, donc on arrivait 3 filles de ma classe, qui était une chance,
dans une classe de 45 garçons, c'était quand même, vous arriviez 1 minute en retard et les 45 garçons sifflaient. Bon, il faut quand même supporter. Bon, les classes préparatoires, c'est les sportifs de haut niveau. D'accord? Donc vous vous entraînez comme du sport de haut niveau. Bon. La seule chose, c'est que moi qui ai vécu alors la mixité des écoles normales, c'est-à-dire je suis passée de 20 filles à 20 garçons, j'ai été quand même extrêmement frappée de la différence de maturité entre les filles et les garçons à 20 ans. Et donc les filles de haut niveau, moi j'ai dit, très facile, vous les sélectionnez à 15 ans. Là, bah oui, bah pourquoi pas. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez des femmes, vous voulez sélectionner l'élite? Bon, c'est très mineur, mais la ministre des droits de la femme, elle avait expliqué qu'elle n'avait rien à foutre de l'élite, mais c'était quand même une erreur. Parce que moi je vois que quand même, si on met 38 thésards, j'en ai une sur deux qui est une femme. Parce que je suis un modèle, j'ai des enfants, voilà, bon. Mais on ne réfléchit à rien. C'était évident que la sélection des mathématiciennes devait être faite suivant les critères des garçons. Alors avant, qu'est-ce qui se passait? En fait, on avait les mêmes épreuves, mais on avait les classements séparés. D'accord? Donc, c'est des quotas. Bon. Mais, par exemple, les élèves qui rentraient les moins bien classés à Fontenay, on savait toujours que la queue de notre liste à nous, alors là, c'était les nullités dans les critères de tout le monde, on avait toujours 2 ou 3 qui étaient dans les 15 premières de l'agrég, parce que le critère de l'agrégation était un peu différent. Donc la question des critères, tout est à revisiter. Mais je ne dis pas que... C'est juste qu'il faut au moins prendre conscience que tout ce système, il est construit, enfin en tout cas toute la sélection des classes préparatoires, elle est construite pour les garçons. Bon, après on peut discuter, est-ce que c'est bien, c'est pas bien, mais les quotas, ils avaient l'avantage que du coup les filles étaient classées entre elles. Bon, moi j'ai une fille et un garçon qui ont réussi dans ces classes, leurs copies c'était pas les mêmes. Hein. Ça je peux vous dire, la fille je pouvais photocopier la copie, le garçon c'était moins bien, mais c'était moins propre, mais ça allait beaucoup plus loin. Bon, pour être reçu dans les grandes écoles, eh ben, il vaut mieux aller plus loin, enfin il y a un système, c'est tout. Mais la question n'est pas vraiment là, mais posons-nous un certain nombre de questions sérieuses qui veulent dire quelque chose. On ne fait pas une loi d'égalité, enfin c'est comme tout ce qu'on fait en ce moment. Vous faites un truc au premier niveau, c'est génial. Tout le monde agrée. Sauf qu'ils ont oublié le deuxième niveau, c'est-à-dire les conséquences. Vous faites une loi d'égalité, vous n'avez pas réfléchi à qu'est-ce que ça veut dire que hommes et femmes vont être égaux dans un travail professionnel où de toute façon, la norme qui va l'emporter, c'est la norme des plus nombreux, c'est pas nécessairement des hommes. Donc il y a énormément de questions sur lesquelles il faut être modeste, mais il faut les traquer en quelque sorte, parce que c'est qu'en mettant en évidence un certain nombre de choses comme ça qu'on le voit. Bon. Et franchement, les quotas des écoles normales, quand on voit le résultat que ça avait, en maths, c'est pas difficile, vous allez à un congrès international, s'il y a un prof, donc il faut savoir la sélection, c'est prof de première classe, s'il y a un conférencier invité un peu notoire, si elle est femme, il y en a très peu, mais elle est française, mais maintenant elle ne l'est plus. Il n'y a plus de femmes, c'est pas ça. C'est qu'ailleurs, ils n'en ont jamais mis. Il n'y en a pas en Allemagne, il n'y en a pas aux États-Unis. Ils sont tout contents, ils en ont une sur les États-Unis. Ils commencent à les sortir. Mais voilà. Non, mais c'est vrai aussi. Moi, j'ai une collègue qui est astrophysicienne qui est aussi constate exactement la même chose. Hein. Juste peut-être pour dire que ça nous montre quand même aussi l'emprise des normes de genre dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elles sont beaucoup réactivées dans un contexte de mixité. On a eu beaucoup effectivement cette idée de mixité comme promouvoir l'égalité. Le problème, c'est qu'on ne prend pas en compte l'inégalité de départ, quoi. Donc on peut les renforcer. Et quand on regarde ce qui se passe là, d'un point de vue de l'éducation, si vous regardez l'enseignement supérieur, c'est très défavorable aux femmes, en fait, ces normes de genre. Mais si vous prenez, par exemple, dans les quartiers défavorisés, c'est très défavorable aux garçons, parce que la virilité et la masculinité, elle va se construire comme je suis pas bon à l'école, être bon à l'école, c'est un truc de fille. Ça a été bien montré par les sociologues, et du coup, le garçon, il laisse tomber l'école, parce que du coup, voilà, moi, je suis un mec, je suis dans la rue, j'ai pas besoin d'être bon à l'école, c'est un truc de gonzesse. Mais c'est vraiment ça qui se dit. Alors que dans l'enseignement supérieur, ces mêmes normes de genre, elles vont jouer différemment, parce que là, du coup, on est à un autre niveau, donc on peut croiser classe sociale et genre, et là, ce qui va se jouer, c'est l'accès au pouvoir. Le pouvoir, le savoir,
le pouvoir de le savoir, c'est pour les garçons. Et ça se joue dans l'orientation scolaire, ça se joue au moment des choix, ça se joue, donc effectivement Nicole a raison, on a une chute du nombre de femmes scientifiques après la fusion de ces ENS. Moi je suis allée très récemment à Boston, au Wellesley College, qui sont les collèges américains durant lesquels les 3 premières années, c'est les 3 premières années d'université, c'est comme ça que les femmes américaines ont eu accès à l'enseignement supérieur, ça date de la fin du 19e, il en reste plus 7 aujourd'hui, il en restait 5. Le Wellesley College, c'est hyper prestigieux, le campus est sublime, il n'y a que des filles, et vous allez dans ces couloirs, moi je peux dire, même moi ça m'a fait, enfin même moi je veux dire, parce qu'on ne se rend pas compte, il y avait des couloirs de portraits de femmes, physiciennes, chimistes, de toutes sciences possibles. Mais ça, quand vous allez à Berkeley, vous n'avez pas une femme dans le département de physique de Berkeley, j'y suis allée aussi, il n'y a pas une femme, alors qu'ils mettent leurs photos de prix Nobel. Et bien ça, je peux vous dire que ça ne vous donne pas du tout la même impression en termes de capacité, de possibilité de réalisation de soi, etc. Et puis ces filles, elles finissent à Harvard en master, et elles sont parfaitement capables de suivre le niveau. Donc ça interroge. Quelle est la solution? C'est compliqué, mais ça interroge quand même. En tout cas, dans l'enseignement supérieur, c'est sûr que du coup, il faudrait revenir à un système, si on a envie, moi je pense que c'est central d'avoir des femmes à nouveau, des femmes scientifiques, bah, il va falloir trouver une solution parce que là, ça ne va pas émerger tout seul. Et même quand je regarde ce qui se passe à Sciences Po, 60% de filles à Sciences Po, 25% de femmes à l'ENA. Enfin, donc, il y a un moment, donc là, nous, on essaie de travailler un peu là-dessus pour comprendre ce qui se passe. Donc, en tant que chercheur, on va essayer de trouver des réponses. C'est pas si facile parce que, comme le dit Nicole, il y a l'examen en lui-même qui est extrêmement formaté. Alors c'est vrai pour femmes-hommes, mais si vous regardez aux États-Unis aussi, les concours, le bac, l'équivalent du bac, il a aussi beaucoup été critiqué parce qu'il est très sur une culture blanche et du coup ça exclut toutes les autres formes les autres formes d'apprentissage, de culture, d'où on vient. Ben, on n'est pas dans ce moule-là, donc on peut pas y arriver. Donc eux, ils ont mis beaucoup de quotas sur lesquels ils sont revenus, mais effectivement, il ne faut pas seulement mettre des quotas, il faut aussi revoir, réinterroger la façon dont on valorise, qu'est-ce qu'on veut valoriser, comment on valorise, qui on voudrait voir comme personnes scientifiques, femmes et hommes, pour pouvoir avoir quelque chose qui tienne un peu la route et pas appliquer des principes de façon aveugle sans tenir compte de la situation de départ. Parce que là, typiquement, oui, on voit que c'est catastrophique. Merci pour vos interventions. Donc en fait justement ma question c'est par rapport à des comparaisons culturelles. Par exemple, est-ce que moi je parle de ma propre expérience et je ne suis pas du tout spécialiste, je suis aussi docteur en mathématiques appliquées avec des postdocs et je connais assez bien le milieu académique français, on peut dire ça peut-être pas autant que vous. Mais moi ce que je trouve vraiment très problématique dans ce milieu, avant le fait que les femmes ne sont pas nombreuses, c'est le fait que les gens sont vraiment dans le personnel. C'est-à-dire qu'en France, il n'y a pas vraiment de code de conduite au travail. On peut parler de tout et n'importe quoi, on peut donner son propre avis personnel sur la politique, sur la religion, sur la diversité de façon générale n'est pas du tout respectée. Mais moi, personnellement, en fait, qu'un tel chercheur est misogyne ou pas, c'est pas vraiment mon problème, le temps que j'ai pas l'affaire avec. Mais par contre, les commentaires que j'entends ou le fait que les personnes ne savent pas que, même les notions très simples comme le fait que l'agression sexuelle n'est pas la liberté, les doctorants en mathématiques, ils ne savent pas vraiment ce que c'est l'agression sexuelle, ils ne savent pas vraiment ce que c'est le viol et ils ne savent pas ce que c'est la liberté sexuelle, même les enseignements très basiques et même je pense que c'est le cas de beaucoup de chercheurs. Donc en fait moi la question que je me pose, parce que moi personnellement je suis d'une culture dans laquelle il y a énormément de femmes en sciences, par exemple en maths à la fac il y a 50% de femmes, en électronique 30%, etc. Malgré ça, ça reste quand même un pays où il y a quand même pas mal de stéréotypes sur d'autres plans. C'est vrai que c'est plus facile d'être dans le milieu mathématique là-bas, mais dans d'autres aspects de la vie, quand on est femme, il faut payer aussi. Donc en fait, finalement, je me demande si le fait, dans les pays où il y a par exemple le code de conduite, par exemple peut-être dans les pays anglophones, est-ce que ce type de problème ne vont pas résoudre naturellement sans intervention forcée ou féminisation forcée ou des quotas? Alors, c'est vrai que dans l'enseignement supérieur, la question du harcèlement, elle est centrale, qu'en France, elle est sous-traitée, même si ça évolue quand même. Je reprends Sciences Po, mais c'est pas que, mais à Sciences Po, on a ouvert une cellule de lutte contre le harcèlement, au moins une cellule où c'est plutôt les jeunes femmes peuvent aller
rencontrer quelqu'un pour expliquer ce qui s'est passé, voire avoir un traitement judiciaire derrière si besoin. Donc c'est très récent, hein. Donc je reconnais qu'effectivement, alors qu'il y avait énormément de cas, c'est pas seulement des profs vis-à-vis des élèves, mais ça peut être entre élèves. Donc il y avait beaucoup de problèmes de violence de genre, il y en a certainement encore, mais au moins déjà on est un peu mieux équipé pour le faire. Il y a quand même pas mal d'universités qui progressivement se dotent de ce type de structure. Après, c'est vrai que je ne sais pas si c'est complètement propre à la société française, c'est vrai que c'est propre à la société anglo-saxonne de beaucoup réguler ce qu'on est autorisé à dire, à faire. On ne reçoit pas un élève sans ouvrir la porte de son bureau, etc. etc. Il y a peut-être un entre-deux, enfin voilà, chaque culture va trouver son propre chemin, mais c'est vrai qu'il y a un besoin en tout cas d'expliciter un peu les choses. Donc par exemple la question du consentement, donc vous parliez des questions sexuelles et relatives à la sexualité, la question du consentement est absolument centrale, de comprendre un peu les ressorts de ce qu'il y a derrière. Donc voilà, je ne sais pas, nous ce qu'on fait en tout cas, on fait des conférences à la fois académiques, on fait venir des chercheurs qui ont travaillé sur la notion de consentement, et puis il y a cette cellule d'égalité qui va essayer de travailler avec les étudiants pour essayer d'expliquer un peu les choses. Je pense pas qu'on trouvera je pense pas qu'on aura le même chemin que dans les pays anglo-saxons, parce qu'on n'a pas la même histoire, on fonctionne pas pareil, mais il faut qu'on en trouve un, ça c'est sûr. Et j'ai envie d'être un peu optimiste en disant, avec ce qui s'est passé avec le mouvement MeToo, on peut se dire qu'il est quand même probable qu'aujourd'hui les choses changent, mais rien n'est acquis, donc il y a beaucoup à faire en la matière. Juste pour dire un point, et ça fera écho à ce qu'on a dit tout à l'heure, la question de la violence dans l'enseignement supérieur, je l'ai encore vu parce que c'est paru dans l'IB ce matin. Si vous regardez ce qui s'est passé au lycée Saint-Cyr dans la classe prépa, c'était sorti l'année dernière, la violence qui est faite aux jeunes femmes qui étudient pour entrer dans l'armée, qui a été dénoncée alors que ces jeunes femmes avaient alerté l'autorité, le gouvernement, la ministre des droits des femmes, la ministre des armées, que personne n'avait rien fait. C'est l'IB qui a sorti ça l'année dernière. Finalement, on les a écoutés, il y a eu quelques petites sanctions. La l'IB est revenue pour faire où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on en est, rien n'a vraiment changé. Et il y a un petit groupe de garçons tradis qui harcèlent les filles et qui leur font comprendre qu'elles n'ont rien à faire là. Et ça, avant qu'on nous parle de la question de l'autocensure des filles, les filles, il faut qu'elles se prennent un peu en main pour qu'elles aillent faire des études là où il n'y a pas beaucoup de filles. Il faudrait commencer par leur donner envie d'y aller, parce que ça ne donne pas du tout envie de rentrer dans l'armée quand on est traité comme ça. Donc je pense qu'il y a un énorme travail de ce point de vue-là, et une tolérance zéro en la matière sur tous ces comportements qui sont très ancrés dans les fonctionnements. Donc là, je rejoins ce que dit Nicole, c'est que c'est pas seulement quelques individus, et c'est ça qui est problématique, c'est pas quelques individus qui se comportent mal, parce que ça on s'en fiche, c'est que c'est accepté, et que voilà, c'est comme ça, et que tout le staff qui entoure cette école trouve que c'est pas particulièrement anormal que ces jeunes femmes se prennent des colibés tous les jours en leur montrant que c'est pas leur place. Donc voilà, ça fait partie des choses où là il y a un énorme chantier à ouvrir. Juste compléter, Saint-Cyr c'est l'école militaire par excellence, mais l'école polytechnique, les filles à l'école polytechnique, elles souffrent, hein. Et l'encadrement militaire, il faut remonter très très haut pour que quelqu'un veuille bien reconnaître que au moins l'ambiance est extrêmement difficile pour les filles. Et il y en a plusieurs qui ont été détruites par l'école, ça c'est sûr. Mais c'est tabou, absolument tabou. Ça réapparaît, enfin moi, le conseil des études, on en a parlé une fois ou deux, mais c'est extrêmement... donc ça reste... voilà, mais dans des endroits moins genrés que ça, parce que c'est quand même des écoles militaires, l'encadrement est militaire, voilà, quand vous n'êtes pas du sérail, vous avez un peu de mal à accepter les codes, mais bon, autrement, dans les autres endroits, c'est des... Enfin, moi, en maths, j'étais pas très sensible à ça, mais en tout cas, c'était l'omerta à chaque fois qu'il y avait des problèmes. Il y a des gens clairement identifiés comme étant problématiques et il n'était pas question que ça sorte. Hein. Ça, c'était... bon. Mais... dans les universités, ça s'organise très, très, très doucement. Mais ça s'organise. C'est nouveau.
Là, il y a une question, Nathalie, je sais pas où tu es. Je vais profiter parce que, en fait, moi je fais du recrutement. Je suis diplômée d'un master RH de Sciences Po. Et en fait, la toute première année au Présage s'est créé, on a eu un cours qui s'appelait Women, HR and Women at Workplace. Et je me rappellerai toute ma vie du premier cours. En fait, le but c'était de nous faire prendre conscience en tant que futurs décisionnaires des politiques RH qu'à un moment donné, dans sa vie de femme, la femme allait s'extraire majoritairement pour faire des enfants. Et souvent, le moment où elle quittait le travail, c'était là où elle pouvait être promue. Et donc, il y avait un décalage, notamment avec les messieurs. Je vous raconte ça, on pourrait aller un peu plus loin. Et ça m'a traumatisée parce qu'en fait, dans la classe, beaucoup d'étudiants, c'était en pleine époque Manif pour tous, pour que vous ayez tout le contexte, beaucoup d'étudiants ont trouvé ça absolument ahurissant qu'on évoque cette question, que, encore une fois, c'était normal que les dames restent à la maison pour faire des enfants. Et donc là, vous vous dites, mince, j'ai fait 4 ans d'études, je suis allée dans une école où je pensais m'exposer à l'ouverture d'esprit, il y a des gens cultivés, après on peut ne pas être d'accord, mais il y avait une telle violence. Et pourquoi je raconte ça? C'est parce que je ne suis pas forcément d'accord avec vous. Le fait que ce soit important ou pas, qu'un encadrant de thèse soit misogyne ou pas, oui, ça importe. Encore cette semaine, en Angleterre, un physicien a fait les gros titres et il disait de toute façon, les bonnes femmes, elles sont nulles en physique. Voilà, je pense que, comme l'a dit Nicole, il faut qu'on montre aussi que c'est agréable, que c'est possible de travailler dans ces domaines, dans la science, en ressources humaines, et que, voilà, ce n'est pas tolérable de tenir de tels propos, parce que quand vous êtes encadré par quelqu'un comme ça, il va, comment on appelle ça? Il va diffuser ce type de message et il va vous casser. Vous voyez, dans la tech, il y a 41% des femmes qui quittent leur emploi au cours de leur carrière. Et j'ai même pire, 56% des femmes quittent un emploi dans la tech pendant les 10 premières années de leur vie. Pourquoi je dis ça? Pareil, en tant que RH, les recruter c'est bien, mais ce qui est encore mieux, c'est de faire rester les femmes. Et là où on a un problème, c'est sur les évaluations de performance. Tout est codifié par rapport aux messieurs. Donc, recrutement, et ensuite, comment est-ce qu'on fait grandir les gens? Question. En fait, je rejoins exactement ce que vous venez de dire. Ma fille est allée dans un des meilleurs lycées de France. Elle était première dans sa classe en physique et son professeur a dit oh, vous travaillez beaucoup, mais vous n'êtes pas doué pour le physique. Et donc, lorsqu'il fallait choisir les élèves pour le concours général, il a choisi 3 garçons qui avaient des résultats moindres. Et je suis allée voir la directrice de l'école, finalement, parce que c'était ahurissant. Et elle a regardé, elle a sorti des dossiers, elle a vu, oui, effectivement, ce monsieur, il envoie toujours des garçons pour le concours général en physique. Les filles, c'est très bien pour les langues, etc. Mais il va toujours systématiquement envoyer les garçons. Et depuis des années, dans un des meilleurs lycées de France. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Parce que ce monsieur est en train de casser complètement les filles. C'était très difficile après pour ma fille. Et je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais simplement ce monsieur, il est toujours là, il est toujours en train de faire exactement la même chose. Et voilà. Là-dessus, pareil, c'est quelque chose sur lequel personnellement je réfléchis beaucoup parce que je sais qu'en tant que RH, j'ai un impact. Et en fait, il ne faut rien laisser passer. C'est-à-dire que dès qu'on vous remonte un mot de travers, un comportement inadapté, vous devez punir et surtout vous devez rendre cela visible. Et il ne faut pas avoir peur. Donc en ça, MeToo a été Geneviève Fraisse sur la notion du consentement. Voilà, ça, il ne faut pas avoir peur de verbaliser. On dit toujours « you can't be what you can't see ». Eh bien, if you don't say it, we can't do anything. Et ça, je pense qu'il faut que tous, voilà, au travail, en fait, on a tous la possibilité d'avoir un impact. Et ça, il ne faut pas le perdre de vue. Et je sais que l'être humain,
peut être un peu lâche. Pourquoi? Parce qu'il va penser à se protéger en tant qu'individu d'abord. Des fois, il faut prendre son courage à deux mains. Et si vous avez une collaboratrice, je vais vous raconter une anecdote aussi, un meet-up, une personne transgenre qui expliquait qu'elle avait vécu une situation de harcèlement. Et là, un monsieur, somme toute fort agréable, arrive et lui dit « Oh, c'est bon, hein, c'est pas 2-3 mots comme ça qui vont te faire du mal. » Et il continue. Il lui dit « Non, mais en fait, c'est toi qui t'es imaginé que la personne avait envie de toi. » Et là, j'ai arrêté, je lui dis « Monsieur, vous allez sortir du meet-up. » Je lui dis « On était en train d'avoir une conversation. Cette personne partage quelque chose qui est juste épidermique, qui l'a marqué. Vous êtes qui pour intervenir de la sorte ?» Et alors lui, c'était ma petite pépite, parce qu'après il a fini par me dire « Bon, vous voyez, Saint-Cyr, ils ont ouvert aux femmes, c'est pas pour ça qu'il y en a plus. » Enfin, voilà. Et moi je suis désolée, je suis rentrée chez moi, j'étais énervée, mais j'étais contente, parce que il fallait pas laisser passer ça. Il fallait pas juste l'écouter et le laisser tenir des propos de la sorte. Réfléchissez à des questions si vous en avez, mais j'avais aussi envie on a quand même 2 scientifiques ce soir, et il y avait une citation de Myriam Mirzakhani. « Plus je passe du temps à faire des maths, plus je suis heureuse. » Et moi j'avais envie de vous demander à toutes les deux, parce que là on parle de choses un peu négatives, on trouve des solutions, mais vous avez quand même éprouvé du plaisir à faire vos recherches. Donc qu'est-ce qui vous a fait vibrer et qu'est-ce qui vous fait vibrer dans votre métier aujourd'hui ? Alors moi, parce que j'ai une façon de... Je ne suis pas que chercheuse. Alors d'abord, moi j'ai la chance d'être dans un centre de recherche qui est très en prise avec le débat public, donc l'OFCE, qui est vraiment très en lien avec des institutions comme l'Assemblée nationale, le Sénat, voilà. Et on évalue beaucoup les politiques publiques. Moi j'aime beaucoup ce côté-là extrêmement... utile de ce qu'on peut faire. Voilà. Par exemple, là, moi je travaille sur l'évaluation de la réforme du congé parental. Voilà. Typiquement, c'est une réforme qui avait été pensée pour produire de l'égalité. En fait, il s'avère qu'elle accentue les inégalités. Pourquoi ? Faut le montrer. Faut le montrer pour que les gens comprennent. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Je travaillais sur l'imposition des couples. Voilà, pareil, c'est un truc qui n'est pas du tout discuté dans le débat français. Je trouve ça dommage. Donc on travaille avec des collègues, on essaie de montrer, de chiffrer, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Ça, je trouve que c'est la partie très intéressante. Je suis moins dans la production de savoirs qui vont être publiés dans des très grandes revues qui seront lues, peu lues, le plus souvent peu lues. On n'est déjà pas beaucoup lus. C'est sympa de savoir que quelques personnes vous lisent. Voilà. Et après, il y a la partie enseignement que je trouve très importante, en fait, qui n'est pas d'obligation d'enseigner. Donc moi, j'enseigne parce que j'ai pu, grâce à ce qu'on a pu faire à Sciences Po en montant ce programme, proposer un panel de cours qui sont des cours qui m'intéressent. Je n'aurais jamais pu enseigner des cours qui ne m'intéressent pas, comme on peut le faire à l'université, on vous oblige à faire le cours de micro 1, micro 2, macro 1, macro 2. Ça ne m'aurait pas du tout intéressé d'être dans des rouages comme ça. Et ça, par contre, quand on peut enseigner ce qu'on a envie de partager avec une classe, ça, je trouve ça absolument magique, parce que d'abord, c'est le seul moment où, quand il y a des étudiants ou des étudiantes qui viennent vous voir en disant « le cours était super », c'est peut-être le seul petit moment dans ma carrière où vraiment j'ai un retour direct de ce que je fais. Donc je trouve ça très, très gratifiant, en fait. Et puis c'est très enrichissant, parce que d'abord on discute et il faut avoir une pédagogie un peu nouvelle et faire des choses qui permettent d'attirer des étudiants, qui les intéressent. Donc ça, voilà, c'est des choses voilà, c'est comme ça que moi je conçois, en tout cas, mon travail. Moi, il faut croire que j'aime ça, puisque je pense que officiellement je devais être à la retraite il y a 10 ans, que je suis toujours là, comme a dit ma fille. Et d'ici, c'est pas tout le monde qui change de sujet de recherche fondamentale à 65 ans. Donc, de ce côté-là, voilà. En même temps, je veux dire, moi j'ai eu beaucoup de chance. D'abord, je pense que je suis là grâce à cette thèse A3, qui est symbolique, mais bon, maintenant, j'ai pris de l'assurance, mais je suis quand même très frappée d'avoir rencontré énormément de jeunes femmes scientifiques qui avaient extrêmement bien réussi et qui tout expliquent, comme moi j'ai expliqué longtemps, que on se demandait pourquoi on était là, comme on avait fait, mais on
on avait toujours l'impression d'avoir usurpé quelque chose dans le système, et cette question-là est une question très importante sur laquelle il faudrait qu'on comprenne un peu pourquoi ça se passe. Mais ma chance, ça a été d'abord de travailler à plusieurs, de voir combien c'était génial, de continuer à échanger énormément. Moi, j'ai jamais été propriétaire de mes idées, c'est quelque chose qui est complètement loin de moi. Et en fait, j'ai beaucoup de mal à vivre dans le monde de la recherche qui est maintenant, où les gens disent ah ben non, on n'a pas vous avez fait ça il y a longtemps, mais ça prend trop de temps de le revoir, donc c'est pas rentable, il faut publier. Quand nous, on était plus jeunes, faire un article de recherche pendant sa thèse, ça paraissait une aberration. Maintenant, on explique en maths que si tu n'as pas 3 articles, on ne te demande pas de faire ton devoir de prépa. Hein. Enfin, je veux dire, comprendre les problèmes un peu à fond, ça prend du temps. Et donc, moi, j'ai eu cette chance-là finalement, j'ai fait de la finance en ayant la liberté j'étais déjà prof assez haut niveau, et j'avais aucune contrainte professionnelle de réussite. C'est-à-dire, j'étais déjà prof, quoi. Ici, je me cassais la gueule, de toute façon, jamais pensé que j'allais réussir. Donc, et ça, c'était extrêmement important parce que ça donnait une extrêmement grande liberté, en fait, parce que de faire les choses comme on le pensait, enfin, comme on le voyait. L'autre chose aussi, c'est que j'ai quand même été en proie beaucoup à l'hostilité générale autour de moi, parce que introduire de la finance à l'université Paris 6 en maths, donc c'est quand même le haut lieu des maths mondiales, là je peux vous dire que vous allez mettre le diable dans le système, ça ne pouvait pas être pire. Hein. Bon. Et donc, en fait, ça s'est révélé positif, hein, parce que finalement, je n'avais pas de concurrence de garçons qui venaient me dire comment il fallait faire. Et donc, en fait, j'ai fait à ma manière, et il s'avère que cette manière a quand même réussi de manière très importante, en particulier du côté de la formation, sur lequel j'ai continué à être d'une exigence incroyable. Il fallait faire des maths, même si ça ne sert à rien. Les maths, ça oblige à penser, à avoir des idées claires et pas de compromis. Et je peux vous dire que dans le monde de la finance, il vaut mieux avoir quelqu'un qui vous dise que c'est le principe de base, même si autour de vous, vous aurez du mal à l'appliquer. Et puis, j'ai beaucoup travaillé avec le milieu professionnel pour interagir. Donc, mais tout ça, il y avait une certaine liberté, puisque je n'avais aucune vraie pression professionnelle de réussite et de choses comme ça. Après ça, oui, dès le début, j'aurais jamais cru que j'étais capable de faire de la recherche. D'abord, on m'a assez expliqué qu'on était incapable de le faire naturellement. Et le fait d'être enseignant-chercheur, ça reste quelque chose d'extrêmement valorisant, même si les conditions actuelles, qui étaient déjà le cas avant, les conditions peuvent être extrêmement difficiles parce que franchement, enseignant, chercheur, mère de famille, il faut une bonne santé, pas beaucoup de sommeil, mais transmettre reste un truc incroyable. Le retour des jeunes, des étudiants, de leurs opinions, de la manière dont ils reçoivent les choses, ça reste quelque chose qui vous empêche de vieillir trop vite. Voilà. Écoutez, moi je vous propose de... la dernière question. Alors, pour information, c'est ça. On est bien d'accord, c'est pas que de la chance, c'est du travail aussi. C'est drôle parce que je pense que c'est un biais assez féminin qu'on cherche toujours à dire oui, du coup j'ai eu de la chance, machin. Je pense qu'en l'occurrence, il n'y a pas que de la chance. Super. Alors, moi je vous propose de conclure et de finir sur une citation. Déjà, je voudrais vous dire merci à toutes les deux d'avoir accepté l'invitation. Et je voudrais vous raconter une histoire, parce que ça fait presque 2 ans maintenant que j'ai rencontré Chloé Agathe Azencott, que j'admirais profondément, que j'avais invitée à un cocktail, et j'étais convaincue qu'elle ne viendrait pas. Elle est venue, et on a parlé pendant 1 heure, toutes les deux,
Caroline, c'était à Toulon un soir de semaine, tu voulais que je fasse quoi d'autre que venir à l'école? Alors, pour rappel, tu travailles en machine learning sur des données en lien avec la biomédecine, et moi, je faisais du retargeting de pub. Alors, tu vois, je me suis pas dit, elle va venir. Et en fait, on a tout immédiatement parlé du manque de visibilité des femmes dans les sciences et dans la tech. Et c'est grâce à ça que toutes les deux, on a eu envie de créer ce meet-up. Après, on a été rejointes par 4 autres personnes, dont une a créé le meet-up à Montréal depuis. Et on a eu l'envie immédiate, en fait, de mettre en avant des femmes en intelligence artificielle. On refuse systématiquement les présentations qui ne comportent pas de l'algo ou du code. On veut des expertes et on veut que ça se sache. Et la deuxième mention, c'était qu'on voulait faire quelque chose qui ne soit pas statique. On voulait que ce soit extrêmement interactif et que ce soit un lieu d'échange. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que j'avais bien travaillé en bonne élève, et en fait, vous avez fait le travail tout seul. Alors je vais vous dire merci. Et pour conclure, je voudrais terminer sur une citation de Françoise Héritier, qui était sociologue, anthropologue, c'était une disciple de Lévi-Strauss. Et ben moi, dans ma vie, j'ai pas beaucoup de gens que j'admire, mais il y a Hélène, il y a Geneviève Fraisse et Hélène et Françoise Héritier. Nicole, j'ai recruté des gens qui ont fait ton master, donc je te mets dans la boucle aussi. Alors, la citation, c'est: en premier lieu, il nous faut bien comprendre qu'être différent ne veut pas dire inégal. Le contraire de différent est semblable, même. Le contraire d'inégal est égal, et non pas semblable. En voyant dans la différence la marque d'une inégalité, nous faisons faire un pas de côté à la langue sans nous interroger. Nous avons changé de registre, philosophiquement parlant, car la différence n'implique pas l'inégalité. Françoise Héritier a beaucoup écrit sur la différence entre les sexes. Moi, c'est quelqu'un que j'aurais aimé rencontrer parce que c'est... Ah. Elle était membre du conseil scientifique de Présage. Comment? L'affiche sur le web pour la conférence. Ah, de quand? Du 21 mai. Du 21 mai? Ah oui, on va la mettre. Pardon, excusez-moi. Donc, voilà, la boucle est bouclée. Et Nicole me rappelle, on va faire un événement du 21 au 24. C'est mon anniversaire le 24, Nicole. J'ai vu que tu étais Gémeaux et je me suis dit... Donc, du 21 au 24, il y aura 4 journées à Jussieu, en fait, pour fêter les... Je peux le dire ou pas? Oui. Les 75 ans. C'est les 3 fois 25 ans de Nicole. Et donc, il y aura des étudiants. On va partager l'événement. On attendait ce soir avant de le partager. Donc, n'hésitez pas si vous êtes disponible parce qu'il y aura des intervenants et des intervenantes en physique quantique, en machine learning, bien sûr en mathématiques financières. Donc, si vous êtes dans le coin, vous serez les bienvenus. D'accord? Oui, je voulais juste une précision. Le 21, on fait une journée qui est particulièrement ouverte vers les jeunes filles, avec les anciens du master pour animer l'après-midi autour de l'intelligence artificielle, l'ordinateur quantique, etc. Et donc ça, c'est une journée pas maths financière. non, mais après, ce sera les probas. Mais après, c'est un colloque scientifique beaucoup plus standard. Mais cette journée-là est une journée pour laquelle... En fait, Morgane nous sert de coach en quelque sorte, mais donc sur lequel on essaiera d'ouvrir un peu les portes, en particulier à des élèves de classe de seconde et des choses comme ça, et puis de participer à l'animation générale. Les filles sont il y a une attention particulière pour les filles. On ne sait pas combien on en retrouvera, mais l'après-midi, il y a beaucoup de femmes pour parler de ces questions. Donc vous êtes tous les bienvenus, c'est ouvert, l'amphi est à Jussieu, c'est le grand amphi, il y a de la place, sauf que comme toujours il faut s'inscrire pour qu'on ait une idée un petit peu des gens qui viennent. Voilà. Et donc il y a une affiche là qu'on va projeter. Je vais mettre le site internet. Merci beaucoup. On
va prendre une photo de vous et après on va prendre une photo avec Nathalie et Chloé. Merci et après je crois qu'il y a un buffet juste derrière nous. Merci.